Alors, nos journées sont centrées sur l'éthique. Cet après-midi est centré sur l'éthique. L'éthique, il faut en dire quelques mots. Quelques mots qui nous entraînent naturellement sur les voies de la philosophie. Alors, ce n'est pas nécessairement celles qui nous sont les plus familières. Avant de les emprunter, je voudrais emprunter celles qui me sont davantage familières, les voies de la psychanalyse, qu'on a coutume d'apparenter à l'herméneutique. Des voies qui ne donnent jamais de signification aux mots sans se demander dans quel contexte ils apparaissent. En fait, l'éthique, ces dernières années, est devenue un véritable label. C'est une norme de mise en conformité. C'est un peu l'équivalent de l'AOC. Il faut qu'on ait son comité éthique. D'ailleurs, dans les accréditations des centres hospitaliers, les questions d'obliger les centres hospitaliers à avoir un comité éthique. L'AOC devient générale. Tout le monde se veut avoir un comité d'éthique. Vous avez même l'industrie pétrochimique qui, dorénavant, aura un comité d'éthique. C'est finalement, pour faire un jeu de mots assez rapide, c'est assez total quand même, comme façon de faire de l'éthique un label. Alors l'éthique n'est pas un label. Ça, c'était très décourageant de le penser et de le réduire à un label. Ce qu'on va vous proposer, c'est pas un label sur les actions relais enfants-parents. Ce n'est pas ça du tout. L'éthique, la définir, c'est quelque chose d'impossible, parce que ça renvoie à l'essence même de la philosophie. Ça s'irradie de tous les apports de la philosophie. Je voudrais malgré tout dire deux choses qui me paraissent tout à fait importantes. C'est comment on doit la différencier de la morale. La morale, ce n'est pas l'éthique. La morale, c'est des valeurs prescriptives. Il est nécessaire d'avoir une morale. L'éthique est née des débats qui ont opposé les sophistes à Platon, les sophistes aux cyniques, les épicuriens aux stoïciens, et qui s'est demandé finalement, pour être très rapide, d'où venaient ces prescriptions morales. Pour certains, les prescriptions morales étaient universelles. Pour d'autres, elles étaient relatives à la culture, à une communauté, à une religion. Elles étaient toutes relatives. On retrouve cette opposition radicale entre des propriétés relatives de la morale et des propriétés universelles, un peu dans les notions de vérité. La vérité, pour certains, est propriété de la connaissance et donc universelle. On ne peut pas parler de ma vérité, on doit parler de la vérité. En tant qu'attribut de la connaissance, c'est le schéma aristotélicien. Pour d'autres, Protagoras, entre autres, Panthum, Métrum, Anthropos, l'homme est la mesure de toute chose. La vérité n'est jamais que propriété de celui qui énonce. Du bien et du mal, il en est de même. Est-ce que le bien et le mal est une propriété que j'ai définie à partir de mon expérience, ou est-ce qu'elle est définie de façon universelle? Ces questions, qui ont l'air très étranges, ne sont pas épuisées. Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est qu'elles retrouvent aujourd'hui une extrême actualité. Prenez, par exemple, la définition éthique des épicuriens, des stoïciens. C'est tout à fait étonnant, parce qu'ils nous ouvrent la voie de l'universalité à partir de la capacité que nous aurions à nous remettre en communication au monde par une extrême sagesse, une espèce de conscience universelle, se sentir dans le monde plutôt qu'en être séparé. C'est assez proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Étonnamment, les courants les plus modernes de la psychologie dite cognitive s'inspirent également des travaux d'Épictète. Et ça, c'est assez étonnant. On peut trouver cette modernité aussi, à l'inverse, dans ceux qui parlent beaucoup de relativisme. Protagoras est devenu un auteur à la mode. Beaucoup ont lu Amphrée. Il a beaucoup fait pour remettre au goût du jour cet auteur. Le relativisme et l'universalité sont vraiment des questions au centre de débats nombreux. En matière de morale, incontestablement, est-ce que la morale est une vertu, impose des vertus universelles, ou est-ce qu'elles sont toujours singulières ? En fait, pour être là aussi très rapide, je dirais que le débat n'est pas clos, puisqu'il s'est compliqué de nos traditions monothéistes. Le monothéiste affirme le christianisme, l'islam, le judaïsme, détenir une morale universelle. Il n'est pas question pour ces religions de singulariser, d'ethnociser
la morale. D'ailleurs, quand on parle de valeurs chrétiennes, il y a toujours quelque chose d'assez surprenant. C'est qu'on en parle en les ethnicisant. C'est faire un contresens, prendre le sens universel de ces valeurs à contresens que de vouloir en faire des valeurs ethniques. Ces valeurs sont universelles, toutes les réclament. Il est assez étonnant de voir, par exemple, que l'islam helvétique, qui ne vous dit pas grand-chose, c'est un islam très particulier, un courant soufiste, a été récemment promu pour le texte qui est fondateur de ces prières comme pensée préfigurant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à ce titre, ce texte sacré est considéré comme, a été labellisé par l'UNESCO comme devant s'inscrire au patrimoine universel non matériel de l'humanité. On a un universalisme qui s'impose beaucoup à travers ces notions de droits de l'homme. Et naturellement, on est amené à penser en termes universaux. Et en même temps, on voit bien des courants qui nous rattachent à toute autre chose. Des courants qui nous viennent aussi de la complexité des pensées que nous apprenons, celle de l'Extrême-Orient, par exemple, qui pose la liberté, non pas comme nous la posons, à partir d'une opposition entre la possibilité de faire le bien ou de faire le mal, mais qui pose la liberté en termes d'équilibre. Ce qui est un acte libre, c'est pas un acte comme nous le pensons, en résonance, avec un choix, tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. C'est un acte qui est équilibré. C'est ça, un acte libre, un acte harmonieux. Et on a bien deux différents courants qu'on retrouve dans la morale, incontestablement. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces débats, mais c'est vous dire qu'ils sont toujours d'actualité. On n'a pas épuisé les questions qui se posaient il y a 2500 ans, et ça, c'est tout à fait fantastique. Alors par contre, on a fait de l'éthique une espèce de raisonnement ou de réflexion très réduite, très ramassée sur elle-même. Ce qu'on interroge aujourd'hui dans l'éthique appliquée, c'est les conditions de mise en œuvre de son action. Est-ce que l'action qu'on met en œuvre ne va pas trahir les idéaux qu'on prétend défendre? Est-ce que l'intention n'est pas toujours pervertie par l'action? Est-ce qu'une action n'est pas toujours au risque de se pervertir, de pervertir les intentions qu'il apporte? Ça, c'est une véritable question dans le champ social qui est le nôtre. Il y a deux manières, je dirais grossièrement, de trahir nos intentions. La première, la plus habituelle, la plus sournoise, c'est de le faire sans le dire. Vous avez des organisations qui ont très vite, et c'est naturel, tendance à penser davantage en termes de leur survie qu'en termes de buts qu'ils poursuivent. Quand on est dans une organisation importante, une association publique, une institution privée, peu importe, privée ou publique, peu importe, mais une organisation a naturellement pour mission de se continuer. Et dans l'effort qu'elle fait pour se continuer et pour se maintenir, on se demande parfois où elle fait passer les intérêts qui la motivaient. Est-ce que l'intention n'est pas simplement de se perpétuer plutôt que de agir dans le sens où on prétendait agir? On peut avoir une attitude très vigilante. Et il faut avoir une attitude très vigilante. Pour autant, il ne faut pas méconnaître que c'est dans tout projet d'organisation que de se maintenir. C'est là peut-être qu'on a recours à cette notion d'équilibre. L'équilibre n'est pas entre la fidélité au projet. C'est une fidélité au projet qui s'accommode des réalités. C'est le moins mauvais, c'est le moins pire. Mais il y a toujours cette question qu'on doit avoir en tête. Et l'avoir en tête, ce n'est pas une question d'éthique, c'est une question de conscience professionnelle. Ça se joue de façon très concrète. Par exemple, quand il est question pour la Cour des comptes, que vous avez présidé, monsieur, d'examiner les budgets des associations ou des institutions. Ils vont évaluer, bien sûr, la véracité des dépenses qui sont faites, mais ils vont surtout évaluer si les dépenses qui sont faites sont bien faites dans le projet de l'institution, de l'association, si les dépenses sont bien légitimes au regard des buts qu'on poursuit. C'est un peu l'exigence des magistrats de la Cour des comptes. Ils s'y appliquent, ils rendent des documents, des rapports qui sont très copieux. Et c'est vrai que c'est une investigation tout à fait essentielle. On voit des organisations passer plus de temps et d'énergie à se maintenir qu'à réaliser les projets pour lesquels ils sont faits.
Mais ça, ce n'est pas une question éthique, c'est une question de conscience professionnelle. Il y a un équilibre à trouver, bien sûr, mais c'est un équilibre qui doit interroger la conscience morale, pas vraiment l'éthique. L'éthique est interrogée autre part. L'éthique est interrogée quand l'action nous dévoile que le mouvement qu'on entraîne va interroger un principe à partir d'un autre principe. Quand on est dans l'inconfort d'être tout d'un coup bousculé par un principe qu'on n'avait pas imaginé et qu'on doit prendre en compte et qui va se heurter à un autre qu'on affirmait prendre en compte. La différence entre un problème de conscience morale, de conscience professionnelle et l'éthique, c'est que l'éthique, c'est l'action qui interroge l'intention, alors que les questions de conscience professionnelle, c'est des questions qui se posent quand l'action pervertit l'intention. Entre pervertir et interroger, il y a une nuance. Donc on ne sait pas poser la question pour notre compte de la perversion possible de notre action, de l'intention par notre action, puisque, pour être rapide, on est très libre par rapport à ces questions financières. Le budget de la fédération, ce sera cette année 48 000 €. Donc on est assez à l'abri de l'inquiétude qui doit quand même être constante chez d'autres qui vont à gérer des budgets bien plus gros. Par contre, on se pose des questions éthiques. Des fois, il arrive que nous rencontrons dans l'action des principes, des sollicitudes qui vont interroger l'intention qu'on a. On a trouvé 4 situations comme ça qui nous posaient des problèmes. La première, la plus étonnante, mais quand même qui est la plus constante, c'est l'écart que nous pouvons mettre entre ce que nous disons de l'enfant pour faire avancer les efforts qui sont faits pour donner des moyens à une action, trouver les moyens d'une action. Donc nous sommes tenus à un discours, et le discours a tendance quelquefois à victimiser l'enfant dont on parle. Et ça, c'est dangereux. On ne peut pas, on ne doit pas être prédictif. On ne doit pas prédire pour les enfants que l'on rencontre le pire. La détention, c'est effectivement une exposition à des risques possibles, mais ce n'est pas une détermination au pire. On n'est pas, du fait de l'adversité, condamné au pire. Je crois qu'on a l'obligation de prendre toujours en compte que l'adversité ne fait pas une pathologie, que l'adversité ne fait pas une détresse, que l'adversité ne fait pas toujours le trouble. Elle fait la tristesse, elle fait l'abattement. Mais on peut dépasser un abattement, on peut dépasser la tristesse. On n'a pas le droit d'inférer, à partir d'une épreuve dans la réalité, ce que sera l'enfant demain. Et on n'a pas le droit d'avoir des propos prédictifs sur des troubles possibles de son développement. Ça, je crois que c'est toujours quelque chose dont on doit se méfier. On n'a pas le droit de le faire, c'est déraisonnable de le faire, et c'est toujours un risque, puisque Aristote, qui a tout dit à peu près, c'est assez désespérant. Quand on lit Aristote, de se dire qu'il a tout dit, on se dit on n'a plus rien à dire. Dit très justement que toute prédiction est cause de sa réalisation. Quand on prédit le pire, on y prépare, on l'y prépare, on le construit. On ne peut pas, on n'a pas le droit de dire à un enfant qu'il est déterminé au pire parce qu'il est dans une situation compliquée. Vous savez, je suis clinicien. Je vois beaucoup d'enfants tristes parce qu'ils ont de bonnes raisons d'être tristes, mais ce n'est pas des enfants malades. Les enfants dépressifs sont des enfants qui sont tristes sans raison de l'être. Il faut différencier la dépression et la tristesse. La deuxième situation que nous avons régulièrement à l'esprit, c'est la question de la vérité. Alors ça paraît toujours un peu périphérique, ça paraît accessoire, la question de la vérité. Est-ce que l'enfant a le droit à la vérité? Est-ce qu'on doit lui dire ce qui devient son parent? Est-ce qu'on doit lui dire son parent est en prison? C'est une question qui s'est posée à nous de façon très vive, puisque nous sommes dans un réseau européen, et dans ce réseau européen, une majorité se dessinait pour imposer un droit à dire la vérité, l'obligation de dire la vérité à l'enfant, imposer aux parents l'obligation de dire la vérité. Ça, il nous a semblé que ça n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas faire d'un besoin de l'enfant un droit. Le parent a le droit de masquer ce qu'il est,
pourquoi il y est et pour combien de temps il y est. On ne peut pas, à partir du besoin de l'enfant, ériger un droit qui viendrait quand même débâtir celui du parent, à son intimité, au secret de ses conditions et au secret de son histoire. On ne peut pas aller trop loin. Il faut quand même garder présent à l'esprit que le parent aussi a des droits. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup dérangés, puisque, en fait, on aimerait bien que le parent dise la vérité. Mais entre bien aimer une chose et y contraindre une personne, il y a une nuance. Alors, il y a deux types de mensonges. Le dit Guy Durandin, qui est un auteur un peu oublié, c'est dommage. On lui doit les fondements du mensonge. Et les mensonges en politique et en publicité, ça c'est moins connu, mais c'est pas mal non plus. Il y a deux types de mensonges. Il y a le mensonge par dissimulation et le mensonge par transformation. On peut transformer la vérité, on peut la dissimuler. Dissimuler, c'est un droit incertain. On peut dissimuler sa vérité, la vérité de sa condition, la vérité de ce que l'on est. Tout le monde a le droit à la dissimulation. Par contre, quand l'enfant est confronté à un parent qui transforme la réalité, non pas qui ne lui dit pas où il est, mais qui lui dit être à l'hôpital, on peut concevoir qu'on n'a pas levé le mensonge. Mais par contre, nous n'avons pas à en être complices. Parce que transformer et non pas dissimuler, c'est tout de même empiéter sur la capacité de l'enfant à juger de façon autonome. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Là, on empiète sur l'enfant, sur son droit à pouvoir avoir des données vraies pour raisonner juste. On ne peut pas détourner sa capacité à raisonner. Et c'est pourquoi on a pris comme résolution de ne jamais soutenir, obliger qui que ce soit à revenir sur une dissimulation. On doit lui indiquer que c'est peut-être un trouble pour son enfant, que c'est peut-être dur pour son enfant, mais on ne doit pas l'y contraindre. Par contre, on se refuse toujours d'être complice d'un mensonge qui transforme la vérité. On conduit les enfants en prison, on ne les conduit pas à l'hôpital. C'est quelque chose qui paraît annexe, mais c'est essentiel, et ça me paraît exemplaire de comment on peut, sur une situation très précise, se poser les questions en termes éthiques, c'est-à-dire en termes de juxtaposition de principes moraux, déontologiques, tout à fait légitimes. Il y a une troisième situation, c'est celle des normes. N'a-t-on pas des normes? Quand on est parent, je suis parent, j'ai des normes d'éducation, c'est naturel. Je me réfère à une prescription, un code, que je n'ai pas écrit, qui n'a pas été écrit, mais qui m'a été transmis, et qui m'impose d'être de telle et telle manière avec mes enfants. Et j'y tiens. Je ne pense pas que j'aurais pu être différent. Je trouve à mon code une certaine légitimité. D'autres trouvent à leur code des légitimités, mais je trouve au mien des légitimités. Il est certain que je ne peux pas me permettre de méconnaître cet attachement à mes normes. Donc quand je vois un parent, naturellement, j'agis de ces normes. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire abstraction de ce que je fus enfant et de ce que je suis comme parent. La question n'est pas de savoir qu'on a des normes, n'est pas de savoir qu'on peut les imposer malgré soi. C'est de savoir si on reste vigilant à la capacité d'un autre à avoir d'autres normes. Pour être vigilant, et ça c'est vrai pour les relais enfants-parents, c'est vrai pour les services AEMO, c'est vrai pour tous ceux qui travaillent auprès du parent et de l'enfant. Pour être vigilant, il faut peut-être se méfier d'une tentation immédiate à l'évaluation. C'est-à-dire que quand on est dans une mission, par exemple, d'éducation en milieu familial, on a tendance à évaluer l'écart du comportement des parents aux normes qui sont celles de bons parents ou de mauvais parents. On a toujours tendance à évaluer les compétences parentales. Finalement, souvent le praticien, malgré lui, est amené à être un peu un directeur des ressources humaines. Ce mot absolument abominable. Il fait la somme des compétences et la somme des incompétences, au vu de quoi il peut juger qu'un parent est mauvais ou bon. Ça, je crois que c'est très dangereux. Parce que c'est véritablement être sourd à ce que l'autre peut être. Il faut d'abord comprendre avant d'évaluer. Comprendre pourquoi il est sourd aux normes, pourquoi il en a d'autres, pourquoi il est maladroit dans l'application de ces normes. Elles peuvent quelquefois tout simplement lui faire violence. Il peut admettre ces normes et les refuser tout à la fois. Il peut y souscrire et y résister.
Il faut comprendre pourquoi il est comme il est avant d'évaluer ce qu'il est. Ça me semble tout à fait essentiel. Et rapporté à la condition de l'étranger, parce que c'est toujours une question qui revient sans cesse. Mais l'étranger a des normes différentes. Il n'a pas les mêmes. À la sortie de Fleury, je me souviens avoir entendu un père qui expliquait que au Sénégal, il n'y avait pas de délinquance parce que les parents avaient le droit de corriger leurs enfants. Je lui ai dit qu'il n'y avait peut-être pas de délinquance, mais il y avait des prisons, semble-t-il aussi. Et qu'elles étaient même assez pleines. Mais déjà, il faut pour ça être dans l'empathie de ce qu'il éprouvait. Il éprouvait non pas le besoin de dire quelque chose auquel il ne croyait pas, il éprouvait le besoin de se disculper parce qu'il était profondément coupable. Si je n'avais retenu que la surface de son propos, je ne le comprenais pas. Si je pouvais entendre l'émotion qui était derrière, je le comprenais. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Je sais qu'il est de bon ton, les sciences qui se développent à grande vitesse, les sciences de l'homme, vous font toujours profusion de formations autour de telle ou telle particularité ethnique. On forme les gens à l'arabo-islamisme, à l'Afrique. On voudrait que les éducateurs soient africanistes, spécialistes en islam, spécialistes dans le monde turcophone. Enfin, ça, ils vont devenir spécialistes en tout, parce qu'il y a quelquefois dans certaines régions 40 nationalités, donc ça va être compliqué quand même. Et ça, je pense que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est véritablement de penser que malgré tout ce que la culture véhicule, elle ne fait jamais que véhiculer des émotions qui nous sont communes. Je peux entendre par empathie l'émotion de quelqu'un qui m'est étranger, sans avoir besoin de comprendre, enfin de connaître la manière dont il véhicule ses émotions. En fait, je peux éprouver ce que l'autre éprouve sans savoir ce qu'il est. C'est un principe aussi qu'on a posé. C'est l'obligation d'être dans la compréhension et dans l'empathie plutôt que dans l'explication et dans la maîtrise. Enfin, il y a un dernier domaine qui nous a motivés, sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'est la question de la compréhension et de l'explication, justement. A-t-on le droit d'être prédictif? A-t-on le droit d'interpréter? Ça, je crois que c'est absolument à proscrire. On ne peut pas interpréter. On ne peut pas interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire tel comportement est fonction de telle réalité. Tel comportement d'enfant est la conséquence de telle ou telle chose. C'est vrai dans les rapports qu'on peut fournir, dans n'importe quoi. Il faut toujours se garder présent à l'esprit qu'un enfant ou un adulte aurait pu réagir totalement différemment à une situation. Ce n'est pas la situation qui fait la réaction. L'humain n'est pas un être réflexe. Il ne suffit pas de mettre un peu de citron sur le sommet de son crâne pour qu'il réagisse de telle ou telle manière. Ce n'est pas la situation qui détermine la réaction. C'est une situation comprise, aperçue par un sujet qui peut en faire ce qu'il en veut. C'est l'impact d'une situation chez un sujet n'est jamais tout à fait ce qu'elle aurait été chez un autre. Donc il faut se méfier des propos qui généralisent. Il faut se rappeler toujours qu'on est à aider, c'est à aider du singulier. C'est aider un singulier à s'exprimer, à se développer, à grandir. Ce que j'assiste, quand j'assiste à un enfant, c'est pas l'enfant en général, c'est l'enfant en particulier. C'est pas l'enfant avec un grand E, c'est pas le grand L de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'enfant avec un enfant qui a un visage, qui réagit à la situation auquel il est confronté de telle manière et qui ne vaut pas pour les autres enfants. Je dis ça parce que cette prudence nous amène à ne pas penser trop en termes d'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un discours qui, je le comprends pour les juristes, a un intérêt, mais qui, du point de vue de l'action, est quelquefois très maladroit. Parce qu'à vouloir faire du commun avant de faire du singulier, on est quelquefois amené à manquer de nuances. Je vous en donne un exemple. On s'est posé la question, est-il légitime? On voit l'administration pénitentiaire se déployer de façon un peu nouvelle, dans l'effort non plus de conserver, de surveiller, mais aussi dans l'effort d'éviter
la désocialisation, d'éviter que le détenu ne soit plus mauvais citoyen à la sortie qu'il ne l'était avant d'entrer. C'est un effort louable et ce gain d'humanité, on est tous d'accord. Il faut que le temps de la prison ne soit pas un temps de déconstruction, que ce ne soit pas un temps réinsérant. Mais c'est compliqué quand même. La tentation est de faire de la famille et de l'enfant un concours à cette réinsertion. Il est évident également qu'on ne peut pas inclure un citoyen dans la société s'il n'est pas quelque part de s'inclure dans des relations de proximité. Être citoyen, c'est aussi être parent, c'est aussi être frère, c'est aussi être oncle, c'est aussi être fils. On n'est pas parent si on est étranger à ces liens familiaux. La première des responsabilités, c'est celle qui nous incombe auprès de proches. Et je crois que, fondamentalement, c'est ça la question que nous nous posons. Est-ce qu'on peut imaginer que cet intérêt de l'enfant puisse par moment être en opposition avec celui du parent? Si on se pose la question en termes d'intérêt absolu, on arrive quand même à des conclusions assez sottes. On arrive à conclure qu'il faut absolument préserver l'enfant de cette instrumentalisation. En fait, il faut se rappeler que l'intérêt de l'enfant, c'est une abstraction. Ce qui est important, c'est l'intérêt d'un enfant. Et l'intérêt d'un enfant peut être mis à mal dans la confrontation à son parent quand son parent va très mal. Ça, c'est une réalité. Mais le plus souvent, quand même, il est de l'intérêt de l'enfant que son parent aille mieux. Voilà, c'est ce que nous nous sommes dit. Alors, j'ai été très rapide, mais c'est pour vous extraire de la note qui vous a été donnée l'axe essentiel. Alors, ensuite, vous allez la discuter. Nous avons demandé à M. Pierre Jox, qui a bien voulu le faire, de réagir à cette note. Alors, je vous remercie.